Question de Jean-Philippe Benoît. Bonsoir Monsieur Asselineau. Vous avez déjà abordé les problèmes de chômage. Que pensez-vous de l'informatisation et la robotisation croissante? Quel avenir selon vous pour la valeur travail? Alors ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question qui n'est pas facile, à laquelle il n'est pas facile de répondre parce que on fait de la futurologie. Quand j'étais petit, dans les années 60, quand on parlait du XXe siècle, du XXIe siècle, de l'an 2000 et du XXIe siècle, dans les bandes dessinées ou dans les romans d'anticipation de l'époque, donc 40 ans avant, on pensait que les gens n'auraient plus rien à faire, que des robots feraient tout et que voilà. C'était d'ailleurs la publicité qui avait été faite par Moulinex pour les premiers, comment dirais-je, robots ménagers. Il y avait eu ce slogan marketing qui restait très célèbre dans le marketing. Voilà, c'était Moulinex libère la femme. C'était un petit côté machiste, comme c'était le cas à l'époque, mais il y avait cette idée de libération de la femme ou de l'homme, de l'être humain en général, par les machines. En fait, on s'est aperçu souvent que les innovations technologiques créent de nouveaux emplois. Pour avoir des robots, il faut avoir des concepteurs de robots. Il faut avoir des réparateurs de robots. Et puis même si on a de plus en plus d'intelligence artificielle qui permet progressivement de réparer automatiquement des robots, etc., etc., il n'est pas sûr, je n'en sais rien, mais il n'est pas sûr et certain que tout travail va finir par disparaître. Je ne pense pas, je pense que c'est inhérent à l'être humain qui n'aime pas être désœuvré finalement. Alors cela étant, une fois que j'ai dit ça, j'enfonce un peu une porte ouverte, il est quand même assez vraisemblable qu'il va y avoir quand même des emplois qui vont continuer à être supprimés dans les années qui viennent, dans de nombreux secteurs industriels notamment. Peut-être même dans certains secteurs de services, pas dans tous, mais dans certains. Peut-être viendra un jour, on pourra se faire coiffer par un robot automatiquement, je n'en sais rien, c'est tout à fait, finalement, ça n'est pas impossible. Se faire soigner automatiquement, avec des diagnostics automatiques, des robots, etc., ou des chirurgiens dentistes, ça n'est pas impossible, je n'en sais rien. Alors, effectivement, dans ce cadre, ça doit nous amener à réfléchir, par exemple, à la durée du travail. Moi, je ne suis pas de ceux... alors, je sais que c'est un sujet un peu clivant, on n'a pas pris de position dans le programme, ça dépendra, mais moi, j'ai un peu tendance à dire que la durée du travail... je pense que les durées rigides non plus sont un peu dépassées par les événements. Je pense que ça va dépendre des professions. Je pense que ça va dépendre aussi des catégories sociales, des métiers, des jobs, etc., etc. J'ai vu, l'autre fois, j'étais allé dans une société, je crois que j'en avais parlé, qui faisait des photos en 3D. C'est une société française. Le truc qui était la façon dont travaillaient les jeunes informaticiens là-dedans, c'était un peu très moderne, très 21e siècle, de l'open space, avec un billard pour jouer au baby-foot, avec un comptoir pour se faire un café ou pour manger des toasts, avec des jeux vidéo, et puis de temps en temps, ici ou là, des sofas, un poste de travail. De telle sorte que finalement, on a l'impression de voir apparaître, c'est une des hypothèses de l'avenir qui arrive, de voir apparaître des univers un peu comme chez soi, en définitive, où il n'y a plus une césure totale entre le monde du travail et le monde des loisirs. Et où on peut très bien avoir... Parce que c'est vrai que l'être humain... moi, ça m'arrive de... Moi, je suis quand même... En général, on considère que je suis un gros travailleur. Je suis quelqu'un... Je crois que j'ai une grande capacité de concentration et de travail. Mais je suis comme tout le monde. Je ne peux pas travailler pendant 10 heures d'affilée sans de temps en temps lever la tête, aller me lever, aller boire un verre... avoir envie de feuilleter un journal, de me reposer, etc., etc., et puis en reprendre le travail ensuite. Donc je pense que cette conception très rigide, émanée en fait du XIXe siècle et la conception fordienne et taylorienne du travail, à mon avis, va péricliter dans les années à venir. C'est pour ça que personnellement, en matière de durée du travail, je suis très prudent. Je pense qu'en fonction des univers de travail, il faudra que les gens... voilà, ça apparaîtra au fur et à mesure. Il y a des collectivités de travail où les gens arriveront peut-être à, je sais pas, à midi, et partiront à 2 heures du matin, et puis ils s'installeront dans un bureau, et puis ils partiront. Enfin, l'idée au bout du compte étant que les gens soient, en fait, fassent leur boulot de façon harmonieuse, avec dynamisme, avec entrain. J'allais dire un peu par provocation, mais c'est pas de la provocation, c'est vrai. C'est en fait ce qui se passe à l'équipe de campagne de l'UPR. À l'équipe de campagne de l'UPR, bon, ben, tout le monde vient, on a quelques salariés, mais on a
Certains qui arrivent parfois à midi et puis qui restent jusqu'à 2 heures du matin, et puis d'autres qui arrivent beaucoup plus tôt et puis qui partent l'après-midi. Mais au total, comme on est tous engagés dans la même course, le même objectif, qui est que je gagne en fait, qu'on réussisse cette élection, on n'a pas de pointeuse, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, je ne sais pas si tout ceci vous a beaucoup éclairé. En attendant, je pense que ça doit être ça le rôle d'un chef de l'État. C'est pas un Premier ministre, hein, je l'ai déjà dit, c'est pas un programme de gouvernement. Un chef de l'État, ça doit être quelqu'un qui a la hauteur de vue nécessaire pour anticiper les évolutions futures et en tenir compte dans le pilotage d'un pays. Voilà, je n'ai pas la science infuse sur ces questions, ni sur les autres d'ailleurs, mais je pense qu'il faut faire preuve de souplesse. En tout cas, moi, les programmes du style à coup de trick, on va remonter à 39 heures, etc., ça, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est en fait une espèce de coup de menton vers le haut qui traduit en fait une absence totale de réflexion approfondie sur la question. Alors, question suivante de Florian Collet. Mélenchon a dit de vous sur son blog que vous étiez d'extrême droite. Comptez-vous lui demander de justifier cette accusation lors du débat du 4 avril ? Malheureusement, je ne suis... Alors d'abord, premièrement, vous me l'apprenez, que M. Mélenchon m'a traité d'extrême droite. Bon, bah écoutez, très bien, enfin très bien. Alors malheureusement, je ne pense pas que le 4 avril, il n'y a pas vraiment de débat. Je l'ai dit tout à l'heure, tout ça va être hyper réglementé au cordeau, 1 minute par-ci, 1 minute par-ça. Donc je ne sais pas si ça va être le lieu de le faire, mais pourquoi pas si j'en ai l'occasion. En attendant, c'est une honte. Voilà, c'est scandaleux. Ça veut dire, si je comprends bien, que M. Mélenchon considère que les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui ont classé l'UPR en liste divers, c'est-à-dire classe ni à droite ni à gauche, M. Mélenchon considère que les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur sont des ânes, qui n'ont pas su discerner la bête immonde qui était en moi et dans l'UPR, ça doit être ça. La deuxième chose, c'est que M. Mélenchon n'a sans doute pas lu notre charte fondatrice. Pourtant, je sais qu'il a quand même, il s'est largement inspiré d'un certain nombre de mes conférences, dans un certain nombre de cas. Voilà, c'est assez scandaleux. On va déférer ça à notre avocat pour voir s'il y a matière à poursuite. En tout cas, M. Mélenchon va devoir sans doute s'expliquer avec des membres du Parti communiste français, notamment ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui appellent à voter pour moi, mais également le débat que j'ai eu dans cette librairie du 14e arrondissement, où on a eu un débat qui a duré quand même, je crois, 1h30, quelque chose comme ça, avec justement des gens très à gauche. Et puis, j'imagine que ça va leur faire plaisir d'apprendre ça. De la même façon que je signale à M. Mélenchon que parmi nos 21 261 adhérents à l'heure actuelle, il y a, je le sais, parce que je parle avec beaucoup d'adhérents, dès que je peux, j'essaie de m'entretenir avec des nouveaux adhérents, je sais qu'il y a beaucoup d'adhérents qui sont venus de la gauche, parfois de très à gauche, même de l'extrême gauche. Ça leur fera sans doute plaisir d'apprendre que, pour M. Mélenchon, nous sommes tous d'extrême droite. Voilà, c'est scandaleux. En fait, ça fait partie de ces rodomontades et de ces mensonges de M. Mélenchon qui sortent à tire-larigot. Je rappelle que voici 3 ou 4 ans, il avait dit que vouloir sortir de l'euro, c'était être maréchaliste, c'est-à-dire pétainiste. Voilà. En fait, M. Mélenchon a l'accusation d'extrême droite facile. Bon. À force d'accuser tous les autres d'être d'extrême droite, on va finir par se demander si ce n'est pas finalement celui qui porte ces accusations qui l'est. En attendant, en termes d'hypocrisie et de mensonge, il se porte là, il se porte bien, M. Mélenchon. Alors moi, je suis là à titre de témoignage, hein, et donc un peu pour faire évoquer le bilan de l'offre politique en général et liée donc à l'offre politique proposée donc par François Asselineau et l'UPR. Donc je vais lire ce texte parce que ça me permet de rien oublier. Donc je m'appelle Edmond Janssen, je suis membre du Parti communiste français et cofondateur des éditions Delga. Hein. Et bien que membre du PCF, c'est là mon témoignage, je vais voter pour François Asselineau et non pas pour
le candidat de la France dite insoumise, pour lequel un peu plus de la moitié de mon parti appelle à voter. Pourquoi ? Je pense, justement, en termes d'offre politique, je pense que François Asselineau est la seule offre politique de cette présidentielle. Et même, je dirais, j'étendrais la seule offre politique depuis Georges Marchais ou Jacques Duclos. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. Hein. La plateforme, hein, en quelque sorte, on va dire, gaulo-communiste, de salubrité nationale, proposée par François Asselineau, dont le noyau à minima, disons, serait le programme très rationnel hein, du CNR, me convient tout à fait. À l'écoute du débat, il y a quelques jours, hein, du Club des 5, hein, club très fermé, comme on sait, si l'on extrait le plus recevable d'entre eux, théoriquement pour un communiste, à savoir Mélenchon, on a l'impression, à écouter sa pseudo-offre politique, d'être en présence d'une pochette surprise où il y a 2-3 mesurettes par-ci, 2-3 mesurettes par-là, un soupçon d'écolo, saupoudrage de sociétal, etc. Mais une absence totale de cohérence politique du type de celle qu'avance François Asselineau, se référant au CNR. On a envie hein, de lui crier Mélenchon, combien de nationalisations ? Dans son programme, effectivement, il y a 2 banques nationalisées, on le voit sur certaines affiches, hein, a priori, mais aucune renationalisation des ex-services publics comme France Télécom, EDF, GDF, les sociétés d'autoroutes, etc. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 2 gros mots hein, qu'on ne doit jamais prononcer, ce sont les mots nationalisation et planification. Et le gros mot des gros mots étant de ce fait planification des plus loin nationalisation. Mélenchon ne déroge pas à cette autocensure absolue, alors que François Asselineau la brocarde et appelle à la renationalisation de tous les ex-services publics, EDF, France Télécom, Société d'autoroute, GDF, etc., et à ne pas privatiser ceux qui sont encore nationalisés, la Poste, etc. Bon, bonjour tout le monde. Donc je suis membre du Parti communiste depuis 1967. Bon, voilà. Donc j'ai découvert, c'est pour ça que c'est très important ce que je vais dire, j'ai découvert François Asselineau il y a à peine une semaine. J'ai vu quelques vidéos. Dès les premières minutes, j'ai compris que ce que disait cet homme, François Asselineau, correspondait exactement à ce dont a besoin une France qui est écrasée tous les jours par la dictature de l'argent. La nécessité, bien sûr, de sortir de l'Europe, mais disparition totale, de plus en plus, des services publics, qui sont la seule possibilité pour les gens modestes et pour tous les Français d'ailleurs, même les patrons, de travailler. Deuxième chose, disparition des valeurs de la République, il l'explique très bien. Disparition des communes, c'est-à-dire l'intercommunalité forcée. Disparition des départements avec les grandes régions et disparition complète de la France dans l'Europe. Les renards, au nom de la liberté, vont pouvoir circuler librement dans les poulaillers. Et les loups dans les bergeries. Donc ce que je veux dire essentiellement, c'est que autour de moi, je parle de François Asselineau et tous ceux à qui j'en parle me disent effectivement c'est la seule personne, en plus avec son expérience du gouvernement et des affaires publiques, qui est compétent. Donc moi ce que je demande à la foule ici, à l'Assemblée, c'est de communiquer autour de vous, que les gens aient le droit de vote ou pas,
le nom de François Asselineau. Bon, alors je dis, il faut partout coller des affiches, partout aller voir les gens au porte-à-porte, ce que savent très bien faire les communistes. Rien ne vaut le porte-à-porte et expliquer aux gens ce qu'est François Asselineau. Bon, brancher les gens sur Internet, et je veux dire que ce courant peut devenir extrêmement important, car pour la première fois depuis des dizaines d'années, comme disait mon ami Janssen, depuis Jacques Duclos, on n'a personne qui dit aux gens clairement qu'on peut changer. Et on l'a fait dans l'histoire. On a renversé M. Hitler, on a fait la paix en Algérie, on a fait des quantités de choses. Bon, on a donné le droit de voter femme. Donc on peut bouger, et la population attend d'entendre ce langage. Et si elle le reçoit, elle va y adhérer unanimement. Donc il faut les convaincre d'aller sur Internet, de lire les programmes, et effectivement, on peut tripler. Et je dis, on peut avoir comme président François Asselineau. Merci à toutes et à tous d'être là. Merci, monsieur le libraire, de votre invitation que j'ai acceptée avec empressement dès que Laurent Doré m'en a parlé. Je suis très, 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 très content, même honoré, de pouvoir parler devant des gens qui affichent leurs convictions communistes, parce que, en fait, c'est exactement ce que je recherche depuis que j'ai créé ce mouvement politique, c'est d'essayer de rassembler les Français, comme à certains grands moments de notre histoire nationale, pour, au-delà de nos différences, essayer de faire prévaloir ce plus grand dénominateur commun que nous avons, qui est quand même la liberté et la souveraineté du pays, qui est actuellement plus que menacé. Notre pays est sous occupation mentale, médiatique et autres. Avec tous les patriotes, nous disons non, et résolument non, à l'Europe, à l'intégration européenne et atlantique. Nous disons non à l'Europe allemande. Nous disons non à l'élargissement du marché commun à l'Espagne, à la Grèce et au Portugal. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que triomphe la liberté de la France, son indépendance et sa pleine souveraineté.